Bonsoir à toutes et à tous, je suis Stécie Algrin, la fondatrice de Penser l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. On se retrouve ce soir pour la suite de notre série dédiée au patriarcat pour parler d'un sujet qu'on ne pouvait pas manquer, les masculinités, puisqu'on parle beaucoup de l'impact que peut avoir ce système patriarcal sur les femmes, mais on oublie souvent ceux qui en pâtissent également, les hommes finalement. Donc avec nous pour en parler, Raphaël Liogier. Bonjour, oui, merci. Merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Alors, bon, je dis bien que je ne suis pas spécialiste des femmes, mais par contre, je me suis intéressé au regard des hommes sur les femmes, hein. Voilà, c'est pas, je ne fais pas du mansplaining. Donc, vous êtes sociologue, professeur à Sciences Po Aix et vous êtes également chercheur invité à Columbia University. Mais surtout, vous avez publié un livre donc, peu de temps après la vague MeToo, si je ne me trompe pas, qui est intitulé La descente au cœur du mal. Donc, un vaste sujet. Et c'est l'occasion pour vous de réaliser en quelque sorte un peu une autocritique de votre position dominante dans la société. Alors, je me demandais comment est-ce qu'on en vient à remettre en question sa propre position en tant qu'homme dans la société. Ça a été une démarche pour moi qui est assez comparable avec ma façon d'envisager les sciences sociales en général, la sociologie et même la philosophie, qui est tout le temps pour moi une démarche critique. Et la démarche critique, ça commence par être une démarche autocritique, sinon c'est abstrait, hein. C'est-à-dire, c'est ce que Pierre Bourdieu appelait faire sa socio-analyse. C'est-à-dire, si on devient même sociologue, si on devient philosophe, si on devient universitaire, c'est pas pour rien. Si on s'intéresse à tel sujet, c'est pas pour rien non plus. Et donc, pour moi, il y a, enfin, en quelque sorte une indissociabilité entre ma vie intime, personnelle, ce que j'appelle dans mes travaux le désir d'être, c'est-à-dire la structure même de mes désirs, et mon investigation du monde social, mon investigation de l'humain. Or, il se trouve qu'il est vrai que, comment dire, je me suis rendu compte que j'avais des préjugés sur le sujet. Je me suis rendu compte que je croyais beaucoup savoir. Donc, je m'en suis rendu compte dans plusieurs discussions avec des jeunes femmes de mon entourage, et en particulier avec une amie. Et il y a eu une discussion qui était très, comment dire, brûlante avec elle, une fois en particulier. Et elle qui était presque tout le temps d'accord avec mes positions, avec, dans la discussion, enfin, il y avait une sorte d'accord entre nous. À un moment donné, elle m'a, je n'ai pas compris pourquoi, elle m'a carrément pratiquement raccroché au nez, en me disant que j'avais quasiment presque rien compris à ce mouvement de MeToo, de ce que c'était que MeToo. Euh, et enfin, moi qui me voyais comme une sorte de féministe, pas parfait, quoi, mais je me voyais comme ça. J'ai essayé de réfléchir à ce qu'elle voulait dire. Et cette réflexion a donné naissance au livre, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'elle avait raison, je n'avais rien compris à MeToo. Mais à mon actif, je pourrais dire que je me suis rendu compte que peu de gens avaient compris MeToo, en tout cas parmi les hommes. C'est-à-dire que quand j'écoutais même les journalistes, aussi bien aux États-Unis qu'en France, qui étaient dit sur le sujet, du genre c'est une chasse à l'homme, ou c'est même une entreprise de chasse presque judiciaire, il y a un désir de vengeance, etc. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de désir de vengeance, il y avait pas tout ça, que c'était d'une puissance incroyable, qu'il y avait une réflexion, qu'il y avait un désir de résilience, qu'il y avait même il n'y avait pas de dénonciation, enfin, il n'y avait pas d'esprit de dénonciation, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire, il y a très très peu de noms, seulement quelques stars ou quelques personnes de temps en temps, mais sur les millions c'est plutôt l'explicitation de situations très dérangeantes lorsqu'on est un homme, lorsqu'on est une femme, enfin surtout lorsqu'on est un homme, lorsqu'on se voit dans dans cela. Et je voyais bien que ce qui était en train de se dessiner, c'était bien au-delà de la question du viol, bien au-delà de la question d'une simple dénonciation. C'était pas une question droite-gauche, c'était tout à fait autre chose. C'était quelque chose de beaucoup plus profond qui se dessinait. Il y avait presque même, comment dire, dans ces témoignages de femmes, euh, même celles qui ont vécu des choses, qui ont pu vivre des choses très difficiles et très traumatiques, mais pourquoi? C'est-à-dire, comment se fait-il
qu'il fonctionne comme ça. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça? Comment se fait-il il n'y ait pas, enfin, comment se fait-il qu'on ne soit pas compris? Et donc, il y avait une vraie revendication d'égalité, mais pas une demande pour les hommes de se soumettre, de plus être des hommes, etc., etc. Non, il y avait une demande de cohérence, une demande de compréhension. Puis il y avait aussi une autre dimension qui me semblait être fondamentale, c'est qu'il y avait, euh, c'est comme si MeToo, c'était un espace de réalisation, c'est-à-dire comme en psychothérapie, lorsque des gens mettent ensemble quelque chose qu'ils ont vécu et ils se mettent à rendre réel la chose. Ils le réalisent. Et ce qu'on a appelé plus tard la zone grise, c'est la zone grise du consentement. Hein. Vous avez tous, j'imagine, eu une petite idée de ce dont il s'agit. C'était plutôt, je crois, le fait de réaliser qu'on avait été violé au sens où on avait violé son consentement, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de soumission à un désir masculin dans une soirée, même jusque déjà, c'est pas cool, si tu m'embrasses, c'est pas cool, mais pourquoi, mais arrête, déconne pas, etc. Et donc, comme si il y avait un sentiment de culpabilité qui avait aveuglé même certaines femmes et jeunes femmes sur le fait qu'elles avaient été manipulées entre les mains du désir des hommes. Et comme c'est une société patriarcale, en fait, elles ont fait des choses qu'elles n'auraient pas voulu faire, elles se sont soumises à des choses qu'elles n'auraient pas voulu, et donc elles le partagent, et en le partageant, en voyant que c'est une expérience qui est aussi celle d'autres, elles le réalisent, c'est-à-dire qu'elles le rendent réel. C'est pour ça que certaines critiques très réactionnaires et très violentes, même si elles n'en ont pas l'air, de certains individus dans les médias et ailleurs, disant mais alors, pourquoi est-ce qu'elles ne l'ont pas dénoncé à l'époque? Pourquoi est-ce qu'elles ne l'ont pas dit à l'époque? Enfin, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, des gens, elles ne l'ont pas dit parce qu'il n'y avait pas eu MeToo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu la prise de conscience. Et donc, on était littéralement écrasé dans ce système, dans cette hégémonie patriarcale, c'est qu'on n'était pas cru, on passait pour quelqu'un qui en rajoutait, et donc on passait, enfin, on exprimait ce qui est supposé être le négatif d'une femme, c'est-à-dire une femme qui est trop bavarde, qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, qui en rajoute, en qui on ne peut pas faire confiance, etc., etc. Et donc, c'était pas possible, ça ne marchait pas, avec une sorte de loi du silence confrérique entre hommes, implicite chez tous les hommes, tous. Je veux dire, donc, il y a une sorte de responsabilité générale hein, dans l'inaction elle-même. C'est toujours en gros comme ça que ça se passe. Et puis, il y a la deuxième raison, c'est que elles-mêmes, elles étaient complices, pas qu'elles étaient complices, ces femmes, au sens intentionnel, une complicité qui serait une complicité que c'était mal et qu'elles ont découvert. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est complice de sa propre aliénation. Quand on est habitué, quand on est inséré au système, c'est-à-dire que même leur propre désir se construisait en négatif de la demande masculine. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire dans la relation, y compris des femmes vis-à-vis des hommes vis-à-vis des femmes, parce que même les fantasmes masculins étant fondamentalement dominants, ils sont acceptés et même ils prennent la forme des fantasmes féminins. Au moins, du moins, les femmes le croient, elles croient que c'est comme ça qu'il faut se comporter, jusque dans le lit, jusque dans leur rapport au plaisir, dans leur rapport à ce qui leur fait plaisir et ce qui leur fait pas plaisir. Et là, d'un seul coup, à force de l'évoquer, de le dire, de partager, ça devenait réel. C'est-à-dire qu'elles se rendaient compte qu'elles avaient été manipulées, elles se rendaient compte que ce n'était pas elles. Donc il y avait presque une dimension, j'allais dire, spirituelle, psychologique et spirituelle. Et donc, c'est cette réalisation qui fait dire, mais stop, ça c'est le deuxième niveau. Puis le troisième niveau, pourquoi est-ce qu'il y a eu pourquoi est-ce que ce mouvement, ce déclencheur ce déclencheur, parce que ce moment de MeToo, parce qu'on arrive à un moment où c'était devenu trop. Qu'est-ce qui était devenu trop? Ce qui était devenu trop, c'est qu'on a une promesse originelle. Ça, c'est ça que j'essaye d'évoquer dans mon livre, qui est une promesse, c'est la promesse de la modernité. La promesse du XVIIIe siècle, c'est nous sommes tous égaux parce que nous avons ce que Kant appelle la subjectivité transcendantale. Le mot de subjectivité transcendantale est important. Ça veut dire que ma subjectivité n'est pas discutable. Ça fonde le contrat, ma volonté n'est pas discutable, je peux décider, une fois que je signe, je signe. C'est le contrat aussi social, c'est-à-dire c'est le contrat social au sens de la démocratie, parce qu'on a voté, on a décidé, c'est pas discutable, c'est comme ça, c'est la majorité.
tant que je ne remets pas en cause, évidemment, l'intégrité physique et morale d'autrui, que je n'insulte pas, que je ne lui fais pas de mal, etc. Donc ma volonté est souveraine, en quelque sorte. Je postule qu'il y a une volonté. Et donc cette volonté, elle est universelle. Sauf que dès le départ, une certaine catégorie de la population ont été exclues. Par exemple, au nom du racisme, des catégories de la population ont été exclues, des catégories immigrées, des catégories considérées comme moins humains que d'autres, comme les Noirs, les Arabes, les ceci, les cela, pour des raisons X, Y. Et donc, il y a eu un processus très long. Mais la plus grosse catégorie qui a été exclue, qui continue à être exclue, c'est quand même les femmes. Puisqu'on les excluait, c'est comme si on ne leur reconnaissait pas une volonté, puisque la volonté, ça suppose le suffrage, pas de droit de vote. La volonté, ça... Et donc, petit à petit, moi, je me suis interrogé là-dessus. Je me suis dit, c'est quand même étrange. Et donc, c'est comme si, progressivement, comme dans une spirale, il y avait eu un processus historique, une lutte historique des femmes pour obtenir chaque fois la reconnaissance de cette volonté, c'est-à-dire qu'elles existent avec leur subjectivité, avec ce qu'elles sont, d'accord? Mais ça avait commencé par ce qui est le moins douloureux, finalement, c'est-à-dire ce qui est le plus acceptable, et en même temps ce qui est le plus évident, c'est-à-dire, ah bah oui, bah, les droits de l'homme, donc le droit de vote. Et donc elles se sont battues, mais enfin, elles se sont battues, c'est quand même après la Seconde Guerre mondiale en France, c'est-à-dire le milieu du XXe siècle. Waouh, c'est incroyable. Ouais. Donc, Et puis là, là aujourd'hui, on se rend compte qu'on on a eu tout ce passif, tout cet historique, et qu'on n'en est pas rendu si loin que ça finalement. Et c'est un peu le sujet de ce webinaire au niveau des masculinités, le fait que ça a certes évolué en quelque sorte, mais qu'on reste toujours très ancré dans cette vision hégémonique de la masculinité. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que la je crois masculinité pour justement, vous? cette vision hégémonique de la masculinité, c'est qu'on a fait le chemin en sens inverse, et c'est normal. C'est-à-dire qu'on a commencé par la spirale externe, c'est-à-dire les droits extérieurs, droit de vote. Puis après, on a reconnu même le droit de propriété, alors qu'il n'y avait pas le droit de propriété. En termes de succession, à tous les niveaux, reconnaissance même d'être à égalité avec l'homme être chef de famille. C'est encore plus tardif. Là, mais c'est vraiment tardif. Dans les années 80, il y avait encore des conflits à ce niveau-là, au moins dans la jurisprudence. C'est-à-dire ça continue. Et puis, c'est devenu après l'application de ce droit, ben, c'est-à-dire le niveau économique. On voit bien qu'on n'y est pas encore, c'est-à-dire à salaire, travail égal, salaire égal, etc., etc. Et en fait, là, on arrive au dernier niveau, qui est le noyau. Le noyau, c'est quoi en réalité? C'est un peu comme l'œil du cyclone, le truc qu'on ne voit pas, qui passe inaperçu, mais qui est toute l'énergie centrale qui a justifié l'inégalité de tout le reste de la spirale. Et là, on n'a pas changé du tout. C'est ça, c'est qu'on n'a pas changé du tout. C'est ça qui a tout justifié. Et quand on observe ce cœur, qu'est-ce que c'est? Ben c'est le rapport à la jouissance. Et c'est le corps des femmes. C'est-à-dire, c'est le regard des hommes sur le corps des femmes. Et ce n'est pas sur l'esprit des femmes. Après, ça en découle, justement. C'est le corps des femmes. C'est comment est-ce que les hommes ont construit un regard, c'est ça la masculinité. Pour répondre à votre question, une question que vous posiez, vous m'avez envoyé un mail sur la question de la toxicité, c'est la masculinité à la base, elle se construit presque entièrement, c'est la notion même de virilité, sur un certain regard prédateur, c'est-à-dire un regard de possession. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'acte sexuel lui-même, on dit, mais même au sens biblique, comme ensuite on dit, on la prend, on la possède. Et c'est la pénétration elle-même. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de notarial. Il y a quelque chose de notarial, c'est comme si je désignais ma possession dans l'acte de la pénétration elle-même. C'est d'où l'importance de la virginité dans les sociétés anciennes et encore aujourd'hui, même si on prétend que ça ne l'est pas, c'est-à-dire que c'est supposé être l'acte par lequel je possède. Alors évidemment, comme je réduis celui que je possède à un objet, donc passif, un objet passif, ce n'est pas celui qui jouit, c'est celui dont on jouit, au sens notarial. Je vous rappelle que le mot jouir, ça se réfère à l'orgasme au sens physique du terme, mais ça se réfère aussi, c'est un terme notarial pour dire que je jouis de la propriété, que je jouis des droits civils. Et donc évidemment, si on commence par dire que la plus simple jouissance, la jouissance de base, c'est-à-dire la jouissance de son propre corps, la capacité à se mouvoir dans l'espace et donc à jouir même intérieurement, on ne lui reconnaît pas, c'est-à-dire d'avoir un orgasme au sens physique du terme, eh bien, par extension,
on ne reconnaît pas la jouissance de ce que je peux faire avec ce corps, c'est-à-dire posséder des objets, donc le droit de propriété, me déterminer dans la société, le droit civique, le droit civil, etc. Donc, vous voyez, il y a comme si on avait fait le chemin en sens inverse, mais il manque ça, puisque le regard, il est toujours le même. C'est toujours ce regard-là. Et donc, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que vous pourrez continuer à voir des femmes qui sont des femmes dominantes, des avocats extrêmement dominantes, des femmes d'affaires, des femmes politiques, etc. Quand vous aurez la structure de ce fantasme qui sera présente, quand vous aurez la structure de ce fantasme qui se manifeste par des blagues de comptoir, qui se manifeste par cette espèce de sentiment confrérique de partager un même désir dans ce rapport aux femmes qui a l'air d'être drôle, qui a l'air d'être… Alors que moi, je faisais ce genre de blagues, mais j'ai compris ce que ça signifiait. Bien, ça se rapporte à un certain type de fantasme qui ne reconnaît pas aux femmes l'autonomie de leur jouissance de leur propre corps, de leur jouissance du monde et donc de l'ensemble de ce que c'est que d'être humain. En fait, on ne leur reconnaît pas sur le fond leur humanité. Et donc c'est cette structure-là qui doit être travaillée. Et la masculinité, elle est fondée là-dessus. Elle est juste fondée là-dessus. On peut raconter ce qu'on veut. Donc c'est pour ça, je dis, moi je me sens responsable en tant qu'homme. Je ne me sens pas coupable. C'est pas pareil. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je me sens coupable d'avoir violé une femme. Mais je me sens responsable parce que je vois bien que mes fantasmes, ils sont aussi liés à ça. Je vois bien que ma jouissance, je vois bien que ce qui provoque même chez moi, je suis désolé de dire, même une érection, c'est lié à ça aussi. Je vois bien que pourquoi est-ce que la pornographie a du succès, puisque la pornographie, c'est l'expression outrancière, extrême, c'est-à-dire exprimée au maximum de cette femme considérée comme un objet, c'est-à-dire qui est possédée par tous ses orifices, si je puis dire. Et d'où l'idée de l'humiliation, de l'écrasement, de la marquer à vie complètement de tous les côtés, de jouir même de cette marque, c'est-à-dire de ce viol. J'allais dire que, dans un sens, l'idée même du viol est un progrès, puisque dans la virilité, au sens le plus profond du terme, il ne peut pas y avoir viol, puisqu'il ne peut pas y avoir volonté. Et pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait viol d'une volonté. Et toute notre société, notre culture, après, lorsqu'on approfondit le mythe du prince charmant, tout ça, il n'y a pas viol dans un sens. Il y a juste l'homme qui jouit d'un corps qui est à sa disposition, c'est-à-dire qui est qu'un corps passif. Et donc, cette relation est une relation passive. Et donc, même tous les attributs qui sont supposés être des attributs positifs des femmes, en fait, sont des attributs passifs, c'est-à-dire des mises en retrait, c'est-à-dire ce qui va être sexy chez une femme, c'est le déséquilibre, c'est une forme de pâleur, c'est le fait de ne pas parler parce que sinon elle est bavarde, c'est le fait d'écraser, de resserrer sa taille, c'est ce qui va être sexy parce que ça lui donne en même temps ce côté un peu haletant, donc une voix douce, donc la timidité, qui n'est pas une qualité, puisqu'on lutte contre la timidité pour pouvoir s'exprimer en société, ça devient une qualité chez les femmes, ça fait partie de la sexiness, etc. etc., etc. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est de renverser ce rapport à ce qui est supposé être une qualité, ce qui est supposé être sexy, ce qui est supposé être, vous voyez. Donc, moi, concrètement, là, je trouve qu'on s'est basé quand même sur une vision assez unilatérale de la masculinité. Et aujourd'hui, on le voit, on a évolué. On tend à dire qu'il n'y a pas une masculinité, mais des masculinités. C'est Oui. ce qu'on essaie de démontrer. Déjà la masculinité… Si je peux juste finir. Pardon, excusez-moi, non, je croyais que vous me posiez la question, que c'était déjà la question. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Donc concrètement, pourquoi est-ce que maintenant on pourrait parler de masculinité au pluriel? Est-ce que finalement on passe de cette vision biologique à une vision plus dans le social, dans la construction sociale, avec cette multiplicité de la masculinité? Alors, je voudrais juste dire quelque chose. Moi, je ne pense pas que c'était une vision biologique, ce qu'on avait avant de la masculinité. C'était déjà complètement construit, complètement culturel et construit, univoque, mais construit. Moi, je ne suis C'est-à-dire pas que… super d'accord avec ça, parce que Alors, pour dites-moi, moi, allez-y, on a je veux bien. attribué à l'homme et à la femme des attributs, des qualités qu'on pensait être biologiques. La femme, voilà, elle avait un caractère doux, le rapport à la nature qui était qui est biologique. Et ça, on a une rupture à partir du moment où on a commencé à partir un peu dans un délire philosophique en quelque sorte. Mais le côté fort, le côté puissant de l'homme, c'était aussi biologique, puisque c'était celui qui allait posséder la femme. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est d'emblée construit culturellement. D'ailleurs, certaines études qui ne sont pas complètement avérées, mais donc on peut être d'accord ou pas d'accord parce que pour l'instant c'est en discussion, même de paléoanthropologie, montrent que la forme physique des femmes, le fait qu'elles soient plus petites, en moyenne, moins grande, etc., ça remonterait au paléolithique et à l'exclusion de la nourriture carnée, de la nourriture protéinée qui était imposée par les hommes, puisque tout ce qui était protéinique en fait, se retrouvait être plus valorisé. Et donc, sur une multitude de générations, ça a fini par construire des corps qui étaient eux-mêmes projetés comme étant des corps féminins, plus fragiles, plus faibles, qui devaient se mettre en retrait. Mais si vous regardez même les autres espèces de mammifères, vous avez indistinctement des femelles qui sont parfois beaucoup plus puissantes que les hommes, au sens physique du terme, et même l'idée de l'homme archi-puissant, physiquement plus puissant, plus fort, plus musculaire, etc., même le rapport au taux de testostérone est une construction qui est liée à une lutte qui est elle-même liée à une lutte sociale. Maintenant, ça, c'est en discussion. Donc, dans les milieux de la paléoanthropologie, on peut en être d'accord ou pas d'accord, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que chez les mammifères, c'est assez partagé dans l'ensemble des mammifères. Par exemple, si vous avez vous prenez certaines espèces, enfin dire par exemple les hyènes, eh ben, chez les hyènes, c'est les femelles qui sont entièrement dominantes et les mâles n'ont absolument rien, sont littéralement écrasés. Et ils ont fini par être plus petits parce que comme ils n'avaient que les restes, ils finissent par être plus étroits et moins forts avec une ossature moins puissante, etc. etc. Donc moi, je pense que même ça, c'est à discuter, cette On question. s'entend en tout cas à Il y a l'espèce une thèse qui va sortir sur le sujet et un livre qui va sortir aux éditions de la Découverte, qui est le résultat de cette thèse de doctorat de paléoanthropologie, qui est très intéressante. Ça s'appelle Homme grand, femme petit. La thèse de doctorat, c'était ça, et ça va pas de petit. Mais si on s'en tient aux humains, en tout cas, c'est ce dont on avait pu parler avec Éric Massé, on avait en tout cas une justification biologique à la base de. Oui, mais justification biologique, c'est culturel. Ah non, mais oui, je suis d'accord, bien sûr. Oui, mais c'était mon discours, c'est que la justification était biologique. Ah oui, non, mais que Dans la les faits, justification. je sais que ce n'est pas le fait d'être une femme qui va faire de moi un être inférieur. La justification biologique, c'est ce qu'on appelle le naturalisme, c'est la naturalisation de la culture. C'est un processus. Mais là, effectivement, l'idée de justifier que les femmes sont inférieures, ça va être une justification biologique, bien sûr. Mais cette justification biologique, elle est hautement culturelle. C'est-à-dire qu'elle s'impose en disant bah, c'est comme ça, c'est parce que c'est naturel. Vous voyez bien, vous avez la voix plus douce, vous êtes plus ceci, vous êtes plus cela. Ça, même Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, le montre très bien. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça va être présenté comme étant une sorte de protection. C'est-à-dire que les hommes vont protéger les femmes parce qu'elles sont fragiles naturellement. Et encore, d'ailleurs, jusqu'au 19e siècle, à la Salpêtrière, lorsqu'on a construit le concept d'hystérie, on a construit le concept d'hystérie à partir du mot utérus en disant le problème, c'est que les femmes, elles sont psychiatriquement fragiles en raison de leur sexe, pour des raisons biologiques. Donc, il faut les contrôler parce qu'elles ont une sexualité anarchique. En gros, les femmes, lorsqu'elles commencent à avoir une sexualité qui n'est pas réglée, qui n'est pas régulée, elles peuvent à l'infini faire n'importe quoi et s'abîmer elles-mêmes et abîmer la société, puisque finalement, c'est elles qui contrôlent la reproduction du monde humain. Et alors que les hommes ont une sexualité qui est limitée, donc plus ordonnée, c'est comme ça que c'était construit, donc il appartient aux hommes de contrôler les femmes. À nouveau, on repartait sur une justification biologique à partir du concept d'hystérie. Donc ça, oui, c'est bien sûr, tout le temps, à la base, une justification biologique, mais c'est ce que les hommes ont tout le temps trouvé. C'est exactement pareil pour le racisme. Le racisme, c'est fondamentalement culturel et c'est tout le temps une justification biologique, hein, à la base, parce que c'est celle qui est la plus convaincante et qui est la plus indiscutable, parce qu'on trouve toujours des critères, des expressions, des visions. Alors, mais pour répondre maintenant, on s'est mal compris, donc je pense, là, sur ce sujet, mais pour répondre plus largement à votre question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a multiplicité des masculinités? En fait, il y a toujours eu multiplicité des masculinités, mais elles ont été gommées par la dominante viriliste qui était au pouvoir, parce que c'était sur elle d'ailleurs qu'était fondé le pouvoir. Et d'ailleurs, les hommes, par exemple, qui pouvaient avoir des tendances homosexuelles, étaient littéralement écrasés et donc devaient cacher leur homosexualité ou devaient cacher, même sans être homosexuels, ce qui était considéré comme des attributs féminins. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des femmelettes, entre guillemets. Moi, à l'école, j'étais considéré comme une femmelette quand j'étais petit.
et j'étais bullied, comme disent les Américains, enfin j'étais, comment on dit, persécuté quoi, dans la cour d'école, quand on n'est pas fort, comme quand on n'a pas les épaules larges, comme on est supposé avoir quand qu'on n'est pas carré, qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas bon sport, qu'on n'a pas toutes ces caractéristiques, des caractéristiques qui sont supposées être des caractéristiques donc univoques, unitaires du virilisme. À l'intérieur du monde masculin, on est éliminé. Donc il y a aussi une course-poursuite, une compétition, c'est extrêmement violent pour les hommes eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils sont exclus à l'intérieur même du monde masculin et que donc ils doivent se battre pour se faire reconnaître. Donc il y a aussi une course-poursuite qui consiste à se comporter avec les femmes chez certains hommes qui ne sont pas comme ça, entre guillemets, parce que se comporter comme ça, se comporter durement, se dire, faire le don Juan, faire le viriliste, faire le dur, etc., y compris dans une forme de sexualité avec des femmes qui seraient non respectueuses, ça peut être un signe de virilité, une manière de prouver qu'on fait partie du gang, qu'on fait partie de ce virilisme. Alors ça, effectivement, ça a changé. Je crois que c'est ça, au fond, qui a changé. Donc aujourd'hui, il y a c'est une chance, je ne sais pas si cette chance, elle sera saisie, il y a la chance, peut-être, eh bien, de pouvoir s'exprimer en tant qu'homme dans toutes les variantes possibles de ce que c'est que d'être un homme. Dire pas une seule variante. Cette vision viriliste sur laquelle était établi, on pourrait dire, l'ensemble du pouvoir masculin. C'est-à-dire que cette vision viriliste et ce pouvoir masculin, en gros, il s'est construit sur le dos des femmes, pour faire vite. Il s'est construit sur le dos des femmes, c'est-à-dire c'est l'idée de la démonstration virile dans le regard des femmes aussi, dans ce qu'on suppose être le regard des femmes, parce qu'il est leur vrai regard, mais qui est en réalité le regard des hommes. Est-ce que c'est vis-à-vis du regard des femmes ou plutôt du regard des autres hommes? C'est le regard des autres hommes, c'est pour ça que je Ouais, dis c'est ce qui est supposé être le regard des femmes. d'accord. C'est ce que les hommes s'imaginent, mais en fait, ce n'est pas le regard des femmes, c'est leur regard à eux. Donc ils construisent leurs fantasmes, ils réaffirment leur virilité, ou même ils construisent leur virilité dans le rapport sexuel lui-même, dans la saisie du corps de la femme. Et donc cette saisie, ça finit là aussi par être naturalisé, c'est-à-dire que les hommes eux-mêmes finissent par croire qu'ils ne peuvent faire l'amour, ou qu'ils ne peuvent penser, qu'ils ne peuvent voir les femmes que comme ça, ils s'enferment eux-mêmes dans cette vision, parce qu'ils ont peur de ne plus arriver même à peut-être avoir de relations sexuelles, à exister, ou peut-être même à être méprisés par les femmes. Vous voyez? Et ils se disent, elles me disent qu'elles aiment les hommes doux, qu'elles aiment ceci, qu'elles aiment cela, mais est-ce que c'est vrai? Elles le disent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'au fond, elles ne préfèrent pas quelqu'un qui soit viril, qui soit ceci, qui soit cela? Vous voyez? Et la plus grande, bon, voilà. Ouais, ça me fait penser à une statistique que j'avais pu lire. C'était que finalement, on avait 73% des hommes qui pensaient que ce que recherchait une femme, c'était un homme puissant, avec un peu cette image du mâle alpha qu'on retrouve dans beaucoup de films et dans beaucoup de récits. Donc, comment est-ce qu'on lutte contre ça? Comment est-ce qu'on modifie notre vision? Et comment est-ce qu'on passe finalement d'une masculinité complice à une masculinité qui est possédée à nouveau et qui peut être Alors, multiple? c'est très difficile. Vous avez fini? Je suis désolé, hein, je ne veux pas vous recouper une deuxième fois pour qu'on dise ah. euh, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas changer les choses avec de la théorie. Moi, j'adore la théorie. Je fais de la théorie toute la journée. Mon livre, c'est une explication théorique. J'essaie de comprendre à partir de mon expérience, mais en même temps, j'ai besoin d'essayer de trouver de la cohérence, etc. Mais si on en est à changer, on ne peut pas y changer avec la théorie. On change qu'avec les désirs, la structure des désirs. Vous ne pouvez pas décréter comme ça en disant, voilà, c'est pas bien de faire ça, donc il ne faut pas le faire. Bon, ça d'accord, donc on va s'abstenir de le faire, mais d'un autre côté, ce n'est pas ça qui va changer la structure de mes désirs et donc mes fantasmes. Donc je crois que la première chose, c'est d'essayer de comprendre d'où vient ce désir masculin originel, cette espèce d'obsession, parce qu'il y a quelque chose de maladif. Vraiment, il y a quelque chose de maladif dans cette espèce de... Et quand on observe, on se rend compte que ça vient d'une angoisse, qui est une angoisse masculine, et qui est une angoisse de l'impuissance. Et le mot même, quand même, que le mot même d'impuissance, qui veut dire, c'est un mot neutre, normalement, impuissant, je suis puissant, je suis pas, je suis fort, je suis pas fort, etc. Donc que le mot même d'impuissance, quand on le met tout seul, sans ajouter quelque chose ensuite, ça signifie très exactement l'angoisse, même pas la réalité, hein, l'angoisse d'un homme face au corps d'une femme, c'est juste ça ce que ça veut dire, face au corps d'une femme qui serait en situation d'avoir une relation sexuelle et qui ne pourrait pas l'avoir, qui ne pourrait pas le faire, il ne pourrait pas remplir cette fonction. Donc ce sentiment d'impuissance, que le mot même soit si important, ça soit si important pour que le mot impuissance, le cœur du cœur de l'impuissance soit ça, et tout le reste soit des impuissances secondaires finalement,
on comprend pourquoi les hommes politiques sont prêts à jouer leur carrière sur des questions sexuelles, parce que c'est la réassurance de leur impuissance, de leur puissance, pardon. Et comme la puissance politique, c'est la puissance par excellence, mais en même temps, le cœur du cœur du cœur du sentiment de puissance, c'est quand même le sexe, donc il faut que ça aille avec. Hein. Et donc on comprend aussi qu'il y a quelque chose de pathologique qui se joue, il y a un sentiment de fragilité, il y a une angoisse vis-à-vis justement de ce qui se représente comme étant la puissance naturelle des femmes. Par exemple, le fait le fait que les femmes contrôlent la lignée parce que c'est elles qui reproduisent, mais c'est ce que disent beaucoup d'anthropologues, mais moi je pense que ça va plus loin que ça, puisque lorsqu'il y a des excisions qui sont faites physiques, et moi je pense que les femmes ont été excisées culturellement, pas seulement physiquement. C'est ça, il y a une sorte d'excision, c'est-à-dire on leur retire la jouissance, donc c'est une excision sociale, une excision juridique, une excision politique, si vous voulez, dans un sens. Pour pas qu'elles jouissent de leurs droits, pas seulement de leur corps, mais qui peut aller jusqu'à l'excision physique dans certaines. Cette excision, c'est pas pour leur enlever, c'est pas pour contrôler le pouvoir reproductif, puisque ça change rien. Donc c'est pas seulement ça, c'est vraiment la peur de la capacité qu'ont les femmes de jouir du monde librement. Donc c'est la peur de leur liberté. Et donc il y a cette espèce d'invention au nom de la nature, c'est-à-dire au nom soi-disant du biologique, hein, au nom de la nature, de cette infériorité des femmes, mais qui est construite culturellement en quelque sorte pour qu'elles ne découvrent pas qu'elles sont si puissantes naturellement, pour qu'elles ne sachent pas, pour qu'elles oublient, pour qu'elles ne prennent pas la mesure de leur puissance. Parce que ça voudrait dire que les hommes, eux, seraient obligés de s'écraser, parce que c'est comme si les hommes avaient le sentiment qu'ils n'étaient rien. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'évoque certains mythes dans certaines sociétés, dont un mythe fascinant, où la société humaine s'est construite d'une certaine façon, parce qu'avant la société humaine, c'était les femmes qui martyrisaient les hommes. Et donc, c'est les hommes qui ont réussi finalement à prendre le pouvoir et en les contrôlant coûte que coûte, parce que sinon, ça serait l'horreur, il y a une sorte de furie. Et ça, cette idée, cette angoisse, on la retrouve directement dans le mythe de la sorcière. Puisque la sorcière, c'est quoi? C'est celle qui a une puissance, qui ne peut pas être contrôlée mécaniquement, qui n'est pas visible, donc qui est une puissance infinie. Et quand on se représente la sorcière à la puissance infinie, donc la sorcière, c'est, en gros, si on donne la définition depuis le Moyen-Âge de ce qu'est une sorcière, c'est une femme qui, au-delà d'un certain âge, c'est-à-dire au-delà de l'âge où elle peut avoir des rapports sexuels, n'est ni mariée, ni dans les ordres, c'est-à-dire ni contrôlée par ces hommes qu'on appelle des prêtres, ni contrôlée par un mari, par son mari. Et à ce moment-là, elle est suspecte de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'elle est sexuellement libre. C'est directement lié au sexe. Et donc, c'est lié à cette puissance que les femmes auraient à l'origine. Et le concept d'hystérie, dont j'ai déjà parlé au XIXe siècle, c'est une sorte de transfert pseudo-scientifique avec le vocabulaire scientifique pour désigner celle qui était jadis la sorcière et l'appeler hystérique pour pouvoir justifier le contrôle, mais cette fois pour des raisons médicales. Parce qu'on ne peut plus dire que c'est pour des raisons de sorcellerie religieuse, etc., etc. Et on voit bien que tout le temps, il y a ce sentiment d'impuissance. Donc, tout ça pour dire que si on veut en sortir, c'est qu'il faut aussi que les hommes travaillent sur leur sentiment d'impuissance, sur cette angoisse. Il faut arriver à réaliser qu'il y a… Parce que les réactions vis-à-vis de MeToo, elles sont parfois qui étaient violentes de certains hommes. Elles sont irrationnelles, certaines d'entre elles, vraiment. Et elles relèvent de ce sentiment d'impuissance. De dire, on va être écrasé, on est encerclé, ça y est, elles s'y mettent, c'est la folie, etc. On doit défendre un territoire. Alors que les revendications de MeToo, ce n'est pas ça du tout. Alors moi, j'ai une question là-dessus. Ouais. Ce sentiment d'impuissance, est-ce que c'est le même qui a poussé des centaines, voire des milliers d'hommes à s'attaquer à Alice Coffin, qui, dans son livre Le génie lesbien, a osé dire qu'elle allait cesser de lire, de voir des œuvres réalisées par des hommes? Est-ce que finalement, c'est cette peur d'être délaissée par les femmes qui les a conduits à cette agressivité? Moi, je pense que c'est la peur de ne plus exister, c'est une peur identitaire, hein. C'est la même chose que le sentiment de perte d'identité européenne qu'on a depuis, mais qui est au niveau de la société, que je travaille par ailleurs sur d'autres plans, vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de toute une série de choses, mais je ne vais pas détailler ça parce qu'en ce moment, c'est trop traumatique et émotionnel. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a le peur, le sentiment d'encerclement, d'écrasement, et donc il y a une sorte de réaction viriliste d'un pouvoir qui est tout le temps, qui semble tout le temps être sur le point d'être perdu. Sinon, on n'éprouverait pas le besoin de construire toute la culture pour le garder.
Ouais, c'est clair. Et je pense que oui, c'est ça. Ça relève effectivement de ça. Ça relève de ça. Je le crois profondément. Maintenant, moi, je ne crois pas à ce qu'on pourrait appeler le féminisme extrême. Par contre, je crois au féminisme radical. Je fais une différence entre radical et extrême. Parce que extrême, si vous prenez une pièce, la pièce dans laquelle je suis, dans laquelle vous êtes, les extrêmes, c'est ce qui est au bord, d'accord? C'est presque à la porte, derrière vous, hein, puisque c'est à l'extrême de la pièce dans laquelle vous êtes, alors que ce qui est radical, ça veut dire à la racine, c'est au milieu. Donc c'est ce qui est enraciné. Donc moi, je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qui est enraciné dans la relation elle-même, mais pas forcément être extrême dans le sens être dans une sorte de violence extrême parce qu'on est hors du propos en fait quand on est extrême, parce qu'on règle ses propres comptes avec sa frustration, avec, avec une forme de violence qui va créer aussi de la violence et qui va entraîner un processus qui ne va pas réussir à régler les choses et qui finalement va entraîner peut-être plus de réactions avec plus de réactionnaires et un type au pouvoir comme Trump qui viendrait de là, peut-être pas à cause de trop d'extrêmes. Alors qu'il suffit d'être radical, d'aller vraiment à la racine du problème. C'est pourquoi, par exemple, je donne un exemple, dans mon livre, je dis qu'une des solutions, c'est ce que j'appelle la transvaluation. Je reprends ce terme à Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, qui dit qu'on peut garder les mêmes valeurs, c'est-à-dire les mêmes apparences de valeurs, mais ouvrir leur signification, c'est-à-dire transvaluer, traverser la valeur de ces valeurs en quelque sorte, hein, leur faire signifier autre chose. Parce que quand on s'est habitué pendant des siècles, voire des millénaires, à partager les mêmes fantasmes, même si on est victime de ces fantasmes, on finit par trouver un certain degré de jouissance qui est difficile à surmonter immédiatement, y compris pour les femmes. Dans le rapport au sexe, le rapport à la séduction, le rapport à ce qu'on est, la manière de s'habiller, c'est devenu un attribut féminin, le fait de mettre pour certaines femmes une jupe qui serait serrée à la taille, de mettre des talons aiguilles, de faire tout ce que vous voulez, etc. Tout ça. Donc c'est idiot de dire, tac, on enlève tout d'un seul coup parce que ça serait presque faire le jeu des hommes à un certain niveau. C'est un peu comme les African Americans qui ont été victimes de l'esclavage. Ils ont été victimes de l'esclavage par la domination britannique et américaine, donc dans la langue anglaise qui est la langue qui les a oppressés, mais ils ont gardé cette langue pour lui faire signifier autre chose, pour renverser la signification de cette langue. Et ils ont inventé le jazz, ils ont inventé quelque chose d'autre à partir de cette langue. Donc l'anglais américain, ça signifie autre chose. Mais moi, ce que je propose, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on appelle virilité, ce qu'on appelle tous ces attributs-là, plutôt que de les renverser d'un seul coup, c'est de leur faire signifier autre chose. Et les femmes, là encore, sont en avance sur les hommes. Parce qu'évidemment, elles ont, dans un sens, j'allais dire, tout à gagner, alors que les hommes, ils ont le sentiment qu'ils ont tout à perdre, donc ils gardent leur truc. Ils sont, si je puis dire, à cheval ou assis au sommet de leur phallus vacillant, en déséquilibre, ils ont peur de perdre, ils tiennent, etc. Alors que les femmes, elles sont en avance dans le sens où, par exemple, certaines femmes qui sont CEO d'entreprises très dominantes, etc., et qui de moins en moins, comprennent de moins en moins le fonctionnement des hommes hein, aujourd'hui, eh bien, elles vont continuer à être entièrement certaines d'entre elles, parce que maintenant c'est l'ouverture, on peut choisir. Elles vont continuer à porter des talons aiguilles, alors qu'au départ les talons aiguilles, au départ les talons c'était un attribut masculin lorsque c'était très épais pour rendre les hommes encore plus grands, à la cour de Louis XIV qui se trouvait trop petit. Et puis quand c'est devenu très très fin et très petit, c'était une manière de rendre la démarche plus difficile hein, et donc vacillante. Et donc, comme ça devenait sexy, parce que c'était vacillant, c'était fragile, c'était difficile, ça avait l'air d'être sur un fil, etc. Bien, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont dominantes et qui gardent, non seulement qui gardent les talons aiguilles, mais qui en font une forme d'expression de leur pouvoir en tant que femme sexy, avocate, qui s'habille avec, par exemple, une jupe collante, serrée, qui est très maquillée, et donc elle exprime sa féminité en apparence d'une façon classique, mais elle renverse le sens du stigmate. C'est-à-dire le stigmate qui était négatif, qu'il a placé comme une sorte d'objet passif, c'est-à-dire comme une sorte de gâteau à consommer hein, dans le truc, haute en couleur, eh bien, elle renverse le truc et elle en fait c'est ma volonté, mon désir d'apparaître comme ça, et c'est même mon désir que tu me désires, mais c'est moi qui décide. Ça que j'appelle la transvaluation.
On utilise ce genre de femmes un peu comme des modèles, mais il ne faut pas oublier de mentionner que finalement, elles se sont un peu accommodées de la violence que la masculinité peut engendrer et du système patriarcal. Finalement, elles ne sont pas non plus au-dessus des lois et elles en souffrent tout autant. Ah ben, elles en souffrent énormément. Et d'ailleurs, le sens de MeToo, c'est ça, tout à l'heure, c'est-à-dire, ce sont des femmes qui sont arrivées à être, comme dirait Marx, qui sont arrivées à être dominantes. C'est pour ça que ça a commencé en tout cas, avoir une influence publique, même si ça avait commencé avant, justement, quand ce n'était pas ces femmes-là, par des stars et par des femmes dominantes, parce que quand elles arrivaient à être au sommet de la pyramide, elles voyaient bien qu'il manquait encore quelque chose du seul fait qu'elles étaient des femmes, et donc ça devenait encore plus insupportable. C'est-à-dire qu'elles étaient la fraction dominée des dominants, comme dit Marx. Or, ce que nous dit Marx, c'est que toutes les révolutions commencent par la fraction dominée des dominants. C'est-à-dire que si on n'est pas dominant, on ne peut pas faire vaciller le système puisqu'on n'a tout simplement pas la parole. Et d'ailleurs, MeToo existait avant ces scandales-là, hein, et ça n'avait aucun impact parce que ce n'était pas des dominantes. Mais à partir du moment où ça a été des dominantes, mais qui se sentaient dominées tout en étant dominantes, le dernier niveau de cette domination qui n'était que masculine, alors qu'elle ne voyait plus aucune raison pour qu'elle soit au sommet de la pyramide, eh bien c'était ça qui a rendu la chose insupportable pour elle. C'est ça qui a provoqué MeToo. C'est pour ça que ça commence par des femmes qui sont des stars, des femmes comme ça, hein, parce que c'est en moins insupportable encore pour elles, du fait même qu'elles sont dominantes. Fraction dominée des dominants, c'est ce qu'elles se trouvaient être. Mais vous avez raison, c'est un processus qui est très lent. C'est un processus, quand je disais que les femmes sont en avance, c'est parce que certaines femmes essayent de fonctionner comme ça, qu'elles n'y arrivent pas, qu'elles rentrent quand même dans le fonctionnement des hommes. D'ailleurs, une des caractéristiques de certaines femmes aujourd'hui qui sont dominantes du point de vue économique, du point de vue social, qui peuvent être des femmes magnifiques, qui ont tout réussi, qui sont indépendantes, c'est que certaines d'entre elles, une proportion plus forte que dans le reste de la population, n'arrivent pas à trouver un homme pour constituer une famille. Parce qu'elles impressionnent les hommes et elles ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'elles ont renversé le sens du stigmate et elles se trouvent, elles aussi, à un autre niveau dans une situation de déshérence. Parce qu'elles ne correspondent pas à ce que recherchent aussi les hommes dans cette structure de désir qui, finalement, sur le fond, n'a pas encore changé. Et dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Et vous voyez, pourquoi est-ce que tu es si libre? Pourquoi? Alors, ils ne vont pas le dire, ces hommes-là, mais ils vont finir par ne pas rester avec cette femme, ne pas avoir d'enfant avec elle, ne pas vivre avec elle. Et ça, c'est un problème. Alors, on a beaucoup parlé des masculinités, de la place des hommes. Moi, je me demandais concrètement quels sont finalement les privilèges concrets des hommes et les aspects négatifs que peuvent avoir ces masculinités sur eux. Les privilèges, qu'est-ce que vous voulez dire parce que les privilèges, ils sont énormes. Les privilèges, vous voulez Oui, des privilèges pour les hommes oui, pour les hommes, du fait de cette masculinité vue comme gigantesques, la puissance. les privilèges professionnels, vous voulez dire fondés sur l'idée du biologique, l'idée que, par exemple, un pilote de ligne, il vaut mieux que ce soit un homme parce que c'est plus solide en cas de difficulté, il va résister. Une femme, elle est trop dans l'émotion, elle est plus fragile, ce qui est complètement faux, hein, d'ailleurs. Et puis, ça serait plutôt même le contraire en termes d'habitude biologique, de la difficulté du fait même de l'enfantement, de la parturition, etc. Du point de vue nerveux, une femme a tendance à résister plus, etc. Mais bon, ça serait rentrer dans des débats qui n'en finissent pas. Mais le fait de dire un chirurgien, c'est pas possible parce que lui, il met ses mains, ça, déjà du point de vue professionnel, du point de vue politique, du point de vue, tous les préjugés qui sont liés au fait. Combien de fois j'ai entendu des gens réactionnaires qui disent mais tu peux pas nier que dans toute définitive, si on regarde, il n'y a quand même pas de vraies femmes philosophes, de vrais philosophes qui sont des femmes. Alors, si on leur dit un Arendt, ils disent oui, mais c'est seulement la philosophie politique, puis tardive, etc. Ben oui, c'est tardif, parce que de toute façon, il n'en était même pas reconnu le droit d'exprimer quelque chose de positif. Ce n'était pas une qualité féminine, donc c'était juste pas possible. Bon. Donc ça, c'est toute une série de privilèges. Les privilèges économiques sont énormes. Privilèges sexuels, les hommes ont le droit de jouir. Ont le droit de jouir physiquement, ont le droit de jouir de la vie, ils ont le droit de jouir de leur propre corps. C'est non seulement ce qui leur est reconnu, mais à la base, c'est ce qui est demandé d'eux. Et d'ailleurs, quand on fait la différence entre l'initiation au sens féminin et l'initiation au sens masculin, même dans les sociétés les plus anciennes, l'initiation féminine consiste à se soumettre. Ça peut être parfois du viol collectif, ou ça peut être l'inverse. L'initiation, c'est
le fait de se marier, donc c'est le viol singularisé, si je puis dire, puisqu'elle ne choisit pas, dans un sens. Après, on invente l'idée que c'est un accord, le fait de se marier, mais ce n'était pas le cas à l'origine. Et chez les hommes, c'est l'inverse, c'est le fait de surmonter les épreuves, ce qui est l'ancêtre du sport. L'ancêtre du sport, c'est définir sa virilité en surmontant les épreuves, la compétition. C'est pour ça que les femmes ont du mal à, se, à, se, à, à entrer dans le monde du sport, à faire incursion dans le monde du sport, puisque comme le monde de la politique, le monde du sport sont les deux domaines stratégiques où s'exprime traditionnellement la virilité. Politique, parce que c'est le pouvoir par excellence, du prêtre comme de l'homme politique, de l'empereur, de tout ce que vous voulez. Et puis de l'autre côté, le sport, parce que c'est le sport, c'est finalement l'ancêtre des procédures d'initiation où l'enfant, le jeune, est supposé surmonter des épreuves, ce qui va devenir plus tard les épreuves sportives, pour prouver qu'il est viril, pour prouver qu'il existe, pour prouver qu'il est plus fort, pour prouver qu'il mérite sa place dans la société. Donc tout ça sont des privilèges. C'est le privilège, ne serait-ce que de pouvoir marcher à n'importe quelle heure dans la rue sans se sentir en permanence en situation d'insécurité, devoir changer de trottoir. C'est le statut d'homme finalement qui Ah oui, c'est le statut d'homme qui donne ça directement. Si ça donne ça directement. Et alors le seul fait que ça change un petit peu, c'est comme si ça devenait contre nature. Certains disent oh, ça va trop loin, vraiment, ça va trop loin, là c'est plus naturel, c'est plus contre la nature. Ça va trop loin. Mais il fallait y penser avant, alors à ce moment-là, puisque c'est juste ça la promesse de la modernité. Soit on va jusqu'au bout, soit on n'y va pas. Si on va jusqu'au bout, bien, on considère que les femmes, entre guillemets, ont une âme, parce que ça va jusque-là finalement, c'est qu'elles ont une volonté, donc une subjectivité qui est indivisible comme tout le monde, et donc elles peuvent jouir du monde sans limite, et ça ne va jamais trop loin. C'est-à-dire que tant qu'elles ne remettent pas en cause comme n'importe qui, c'est-à-dire que tant qu'elles ne font pas violence à la liberté de l'autre, à la jouissance de l'autre, eh bien, il n'y a pas de limite à leur jouissance, comme ce qui est la définition de la jouissance des hommes. C'est tout. C'est juste ça, en réalité. Alors maintenant, sur les femmes, les femmes, elles ont comme privilège, elles ont le privilège des dominés, effectivement, qui existent dans ce système. C'est-à-dire que souvent, on m'a dit, mais on sait que derrière tout homme, il y a une femme, et finalement, les femmes ont dominé le monde. Enfin, cette manière, vous voyez, cette manière de dire que les femmes, elles ont quand même eu tellement, tout le temps, une importance cruciale, plus que ce qu'on croit, plus que les hommes, et elles ont joué sur la séduction, etc. Bien sûr, dans toute forme d'esclavage, c'est-à-dire dans toute forme de domination, ce qu'il reste au dominé, c'est sa marge de manœuvre en jouant sur le fantasme du dominant. Donc, elles ont joué sur le fantasme du dominant pour le manipuler, puisque c'est la seule marge possible. Donc oui, elles sont devenues séductrices, mais elles sont devenues séductrices pour des raisons aussi de pouvoir, pour être aimées, pour être désirées, pour tout ce que vous voulez, en étant à l'intérieur de ce regard, pour créer la marge de manœuvre maximale à l'intérieur. Mais justement, quand certains hommes et même certaines femmes, comme Catherine Deneuve et d'autres, disent mais on sait comment sont les hommes, c'est un peu ça le raisonnement, on sait comment ils sont tous, donc de toute façon, on s'y fait, nous à notre époque, on s'y faisait, et puis voilà, quand on travaillait à la télévision, on savait qu'il ne fallait pas passer dans le couloir, parce que sinon il te met la main aux fesses, etc. etc. Mais justement, c'est ça qui est remis en cause. Ce que demande MeToo, hein, c'est je veux pouvoir passer dans le couloir avec une jupe ultra courte, sur mes talons aiguilles, et ne pas risquer de me faire mettre la main aux fesses si je n'en ai pas envie. C'est simple. C'est juste, non, ce n'est plus tolérable, même ça. C'est juste une forme d'égalité dans la subjectivité. Donc finalement, à quoi ça ressemblerait un monde post-masculinité? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'on peut totalement en sortir? Alors, ça ne serait pas un monde post-masculinité, ça serait un monde où la masculinité existe et côtoie la multitude des formes de féminité, c'est-à-dire où la féminité se démultiplierait et où la masculinité se démultiplierait aussi grâce à ce que j'appelle la transvaluation. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir la fille qui, elle, préfère être en basket, jean, s'habiller, on pourrait dire, certains pourraient dire comme un sac parce que c'est son style, c'est comme ça qu'elle veut. Et ça serait ça la promesse de la modernité, c'est la modernité, c'est la multiplicité des modes, des manières, des modes d'existence, des manières d'être. Donc, qui seraient tolérés, qui seraient vivables, et donc ça créerait d'autres formes d'érotisme, ça créerait une fluidification, puisqu'aujourd'hui on aime parler de fluidité, une fluidification du désir. Donc, ça ne serait pas une égalité abstraite, ça serait une construction de nos désirs, la mutualisation de nos désirs, et ça créerait en fait plus de liberté, y compris chez les hommes.
Parce que là, ils auraient, au-delà des privilèges construits auxquels ils s'accrochent, ils auraient une nouvelle liberté d'être ce qu'ils désirent être, de faire varier ce qu'ils désirent être, pas de correspondre absolument dans dans cette espèce de tiroir, cette espèce de carcan qui consiste à être cet homme-là et pas un autre. Mais Donc la liberté, oui, cette fluidité du désir, elle va de pair avec une fluidité du genre. C'est aussi mais elle va. cette rigueur entre ces classes dans la société qui emmène à créer finalement ces profils types de la femme, de l'homme. Elle est indissociable. Elle est absolument indissociable. Pourquoi? Je vous donne juste un exemple. Il y avait eu cette mesure, l'abécédaire. On appelait ça, je ne sais plus comment c'était, c'est l'abécédaire de la laïcité ou l'abécédaire de je ne sais pas quoi, du genre. À l'école, il y avait une proposition qui était de Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'elle était ministre de l'Éducation nationale. Moi, j'étais d'accord avec ça. Et tout le monde disait, il paraît qu'il y a dans le projet le fait de déguiser, d'habiller en filles les garçons et les garçons en filles. Et tout le monde, il y a une sorte. Mais non, après, même, je crois, Najat Belkacem a démenti en disant mais non, ça ne va pas jusque-là, etc. Et quand bien même ça irait jusque-là, moi, je trouve ça très bien. Se mettre à la place de l'autre dans une sorte de jeu de rôle, c'était quoi? Ça révèle quoi de la société française? Notre société aujourd'hui, le fait d'habiller un garçon qui sera habillé en bleu avec son bermuda et de le mettre avec une jupe rose et voir ce que ça fait et faire pareil avec la fille, ça va la transformer, ça va transformer l'une en lesbienne ou en transsexuelle et l'autre en homosexuelle ou en transsexuelle en sens inverse, etc. N'importe quoi. Ça va lui faire sentir ce que c'est que d'être une fille ou d'être un garçon dans le regard de celui qui est en face. C'est par le jeu, ça va lui permettre de jouer avec des différences. Mais comme on tient, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, de façon obsessionnelle à ces différences, avec toute la culture qui va avec, de la jupe, du truc, etc., ce que c'est que d'être une fille, un garçon, hein, eh bien, on s'est senti heurté globalement, et ça n'est pas passé, ça a fait scandale. Le fait que ça ait fait scandale, c'est quand même révélateur d'une société qui n'est pas prête, parce que moi, je trouve que ça ne fait pas du tout scandale. Chez moi, ça ne me fait pas scandale, ça ne change rien. C'est-à-dire, ça On, commence comme ça, dans l'éducation. on pourrait se dire que finalement, si on a encore besoin de faire ce jeu de rôle, c'est que la déconstruction, elle n'est pas totalement achevée. Et que le jour où il n'y aura plus du tout de jeu de rôle, ça voudra dire que finalement, il y a plus de cases. Que mettre une jupe, ça ne veut pas dire se sentir fille, femme. Que mettre un jean, bah aujourd'hui, voilà, c'est normal, ça nous paraît normal pour les femmes, mais ça ne l'était pas auparavant. Donc, une fois qu'on aura tout déconstruit, on n'aura plus de rôle finalement. Ben, ce n'est pas qu'on n'aura plus de rôle, c'est que les rôles seront de plus en plus construits par nous, par notre subjectivité. Et donc, comme ils seront de plus en plus construits par nous, c'est vrai que c'est effrayant pour ceux qui sont les plus réactionnaires et qui sont attachés à ce qu'ils appellent la nature, mais qui est en réalité leur confort culturel. Mais c'est pas naturel, c'est pas naturel. Ben, si c'est pas naturel, on ne pourra jamais l'enlever par la culture, donc vous ne devriez pas vous effrayer. Finalement, vous avez peur que ça change, c'est parce que vous savez bien, sur le fond du fond du fond, que ce n'est pas une question de nature, puisque ça peut être modifié justement par seulement des comportements, etc. Alors, si c'est et donc c'est comme si il y avait une sorte de limitation de notre liberté, comme si c'était une sorte de moralisation. Il y a un retour à la moralisation aujourd'hui qui est vraiment impressionnant. C'est-à-dire, presque, si on lit Norbert Elias, on pourrait presque croire qu'on est plus moralisateur aujourd'hui, à un certain niveau, que ce qu'on était à Versailles au XVIIe siècle. Ou à Versailles au XVIIe siècle, où la première fois dans l'histoire humaine, d'après Norbert Elias, qui est quand même un grand sociologue, qui a écrit, comme vous le savez, La Société de cour, pour la première fois, alors on peut être fier, hein, c'est en France, hein, parce que dans le dit grand siècle, il était considéré comme indécent, de plus en plus, c'est ce que dit Norbert Elias, pour un aristocrate de reprocher à sa femme d'aller coucher avec un autre homme, parce que ça veut juste dire qu'il ne s'était pas montré à la hauteur, donc il valait mieux qu'il la ferme et qu'il accepte parfaitement ce rapport-là. Et c'était même considéré comme étant le pire des pires, c'est-à-dire le mauvais goût bourgeois. Le mauvais goût bourgeois de ne pas accepter ce genre de choses et d'être là dans une sorte de vision étriquée de la fidélité, donc de tolérer une certaine liberté. Et c'est là où commencent, je vous rappelle aussi, les salons avec des femmes qui adoubent parfois des hommes dans leurs salons politiques, certes, même s'il n'y a pas encore le droit de vote. Parce que de toute façon, il n'y avait pas de vote, puisque c'était le XVIIe siècle. Mais vous voyez, comme s'il y avait quand même, dans ce monde bourgeois et hyper bourgeois actuel, dans cet hyper capitalisme,
sous prétexte, cette espèce de croyance qu'on fait ce qu'on veut via Twitter, via Tinder, via tout ça, etc., etc. Mais à côté de ça, un réarmement moral implicite, une sorte de réaction extrêmement forte. Extrêmement. D'ailleurs, s'il y a Tinder et tous ces sites qui consistent à se cacher, à ne faire ceci ou ne pas faire cela, ou le faire immédiatement, comme ça, c'est bien le signe en fait d'une frustration, le signe qu'il y a quelque chose de traumatique encore lié au sexe. Parce que si c'était, il n'y avait rien de traumatique et qu'on le faisait comme ça, comme une autre activité, et qui peut être une activité qui est belle, qui est jouissive, qui est je lis un livre, où j'exprime mon amour de façon belle et jouissive avec une femme ou avec un homme si je suis homosexuel, etc. Ça serait juste une société comme ça, quoi. Il n'y aurait pas besoin d'être dans le côté c'est sale, c'est pas sale, je me cache, c'est pornographique, c'est pas pornographique, je te possède, je te prends pas, etc. Il n'y aurait plus besoin de tout ça, en quelque sorte. Et ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec un ami qui me disait que finalement, l'utilité de ce type de site, c'est que nous, en tant que femmes, on n'aura jamais de mal à trouver un partenaire, qu'on soit belle en fonction voilà, des stéréotypes de notre société ou moins belle, alors que lorsqu'on est un garçon, il y a tellement de compétition, c'est tellement limite une partie de chasse que ça permet de maximiser les chances de pouvoir avoir plusieurs partenaires et une offre plus grande. Alors moi, ce que vous me dites, ça me choque, je vous le dis réellement, parce que je pense que c'est une posture patriarcale qui s'ignore, qui est typique de la posture patriarcale qui s'ignore. Enfin, je parle sous votre contrôle, j'allais dire, parce que c'est là où je ne veux pas parler à la place des femmes, mais les milliers de discussions que j'ai eues avec des femmes, c'est juste complètement faux. C'est juste absolument faux. C'est-à-dire que la difficulté pour une femme, alors là, évidemment, si elle veut pouvoir se faire violer comme ça tranquillement dans la rue, oui, c'est effectivement possible. Ça peut arriver, c'est assez possible dans certaines créer des conditions pour ça. Mais le fait d'avoir une relation qui soit une relation qui lui donne du plaisir, où elle jouisse, où elle sort, etc., etc., c'est non seulement difficile, mais compte tenu du marché, pour parler comme votre ami, c'est peut-être encore plus difficile, compte tenu du marché masculin tel qu'il est aujourd'hui, de se trouver dans cette situation, justement, et de trouver. Hein. Donc, et puis aussi, une femme, en raison même de cette considération que c'est un objet passif, donc qui est détruit à l'usage, qui perd l'usage, il y a un vieillissement et une considération, enfin une mise hors d'usage du marché qui est beaucoup plus rapide chez les femmes que chez les hommes, qui est liée directement à la société patriarcale aussi. Donc c'est absolument faux, je pense, que ce que dit votre ami. C'est une vision masculiniste qui ne se voit même pas comme étant masculiniste. C'est ça qui est le plus, je ne veux pas dire que c'est la pire, hein, parce que mais c'est ça qui est quand même impressionnant. Moi, ça me choque, personnellement, parce que c'est vraiment méconnaître complètement la situation objective de privilège dans laquelle sont les hommes, dans laquelle nous sommes. D'ailleurs, je vais vous dire, ce problème que les hommes ont avec leur identité, le sentiment d'impuissance, sans réaliser leurs privilèges, etc., il se manifeste au maximum dans la version extrême dans les incels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Involuntary celibate. Ces gens qui font des attentats au Canada, des attentats virilistes qui ressemblent aux attentats djihadistes. Parce que dans le djihadisme, là, on ne peut pas en parler, mais c'est un peu mon autre spécialité. C'est un problème de virilité avant d'être un problème d'islam. Le rapport à la virilité, rapport à la masculinité, rapport à la violence, à la frustration, etc. Ils ont le même modus operandi, les incels, et ils revendiquent le droit de viol. Parce qu'ils disent exactement ce que dit votre ami, le marché étant ce qu'il est, c'est quand même dégueulasse parce que les femmes, elles vont vouloir coucher tout le temps avec les mêmes hommes, qui sont les plus riches, les plus puissants et les plus beaux. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait? Involuntary celibate, c'est-à-dire on est des célibataires contraints, et donc on demande le droit au viol. Imaginez, c'est une revendication, au nom du fait d'être écrasé, d'être, etc., dans cette société. Donc c'est le sentiment d'impuissance poussé à l'extrême. Ça a l'air d'être complètement une caricature, mais il y a eu des attentats. Mais j'ai vu pas mal de commentaires là-dessus. Il y a une jeune fille qui a été retrouvée, donc, qui a été tuée et violée. Bon. Et parmi les commentaires, on retrouvait des personnes qui disaient en même temps, lorsqu'on s'habille comme ça, on crée de la frustration. Exactement. Et
forcément, on va au-devant de gros problèmes comme cela. Exactement, Et non, aucune femme ne veut se faire violer, aucune femme exactement, n'attend vos désirs, votre attention ou quoi que ce exactement. soit. En fait, Donc cette réflexion, le problème de ce type de réflexion chez quelqu'un, je pense, qui ne veut pas mal, évidemment, dans le vrai, c'est que l'aboutissement, quand on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça aboutit aux incels, au droit de viol, en fait. C'est un truc complètement dingue, du point de vue. Donc il y a une lutte aujourd'hui qui n'est pas gagnée d'avance, vraiment, et qui doit se faire en douceur, mais radicalement. C'est-à-dire en ne ratant pas la cible. C'est ce que j'essaye de faire dans mon livre. C'est pour ça que je dis descente au cœur du mal, parce que je veux que ça soit au cœur du problème, pas à la périphérie, pas avec des discours pseudo-violents, mais qui ne changent rien et qui finissent par s'opposer et se renvoyer la balle pour rien. je vous remercie en tout cas pour toutes vos réponses. On va passer maintenant aux questions des participants et je laisse la parole à Ariane. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Pour le moment, je voulais juste revenir sur quelque chose qui aurait pu être mal compris. Une femme ne voudra jamais se faire violer. Donc voilà, maintenant que ceci est dit, vous aviez dit donc au début de votre webinaire que vous vous étiez un jour rendu compte que vous ne saviez rien. Et une première question, c'était comment agir au quotidien pour renverser ce schéma sociétal de masculinité, c'est-à-dire comment se comporter vis-à-vis de nos homologues féminines pour établir un rapport équilibré, communiquer, soutenir et se remettre en question, d'accord. Mais quoi d'autre? Moi, ma solution, mais qui est personnelle, là, qui est intime, c'est arriver à réaliser la nature de son propre désir profondément et ne pas le cacher, ne pas faire l'hypocrite, de dire réellement et d'en parler, mais d'en parler j'allais dire, de façon assez ouverte, parce que je pense que la plupart des femmes peuvent comprendre tout à fait lorsqu'on s'ouvre, lorsqu'on le dit, qu'on ne fait pas le malin, vous voyez, sur le sujet. Et je crois que ce qui nous manquerait d'une façon plus large, ça serait d'avoir une sorte de MeToo masculin, mais même pas de MeToo masculin, c'est-à-dire que ce soit en tout cas élargi aux hommes. C'est-à-dire que, au même titre que les femmes réalisent, comme je vous disais au début, elles rendent réel quelque chose qu'elles n'avaient même pas perçu, étant prises dans cette structure de domination, la plupart des hommes, ils ne le réalisent pas. Mais ils ne le réalisent réellement pas. Je veux dire, ce n'est pas que c'est des monstres, c'est qu'on est entraîné dans un processus. Et donc, ne le réalisant pas, ils peuvent finir par être violents, à dire ce que dit votre ami tout à l'heure, que vous évoquez, qui ne se rend pas compte, en fait, de ce qu'il dit, pourquoi, etc. Et donc, je pense que ça serait intéressant qu'il y ait une sorte de psychothérapie de groupe à travers Internet, faire un usage positif d'Internet chez les hommes, qu'ils essayent, ce n'est pas pour dénoncer, c'est pas pour... Mais ça, je pense que ça serait fondamental, parce que après, pour le reste, effectivement, il y a un travail sur ses comportements, sur un certain type de blagues qu'on fait, et automatiquement, on réalise que cette blague, en fait, c'est pas drôle. C'est juste que c'est pas drôle, si vous voulez. C'est un peu comme des gens qui font des blagues sur les juifs et qui pensent être drôles à un certain niveau. Vous voyez, c'est dire que en fait, c'est pas drôle. Ce n'est même pas drôle. Donc, il faut faire un travail sur ce qui me fait rire et ce qui me fait pas rire intérieurement, sans dire oh, ben, c'est dégueulasse, on peut rire de rien. Voilà, il y a vraiment ça, je pense que c'est important. Et si on fait ce travail-là, en fait, ça rejaillit de vous. Ça change, ça rayonne en quelque sorte, si on fait cette transformation sur le fond, si on effectue chez soi. Merci. Et alors, si une fois qu'on a parlé de cette prise de conscience et donc de cette transformation qu'on pourrait faire sur soi, est-ce qu'on peut penser peut-être encore un peu plus loin et comment est-ce qu'on devient un allié qui relève pas du tout du vocabulaire martial, mais bien plus un allié de l'anti-patriarcat et donc d'essayer de contribuer à déconstruire tout un système qu'on a vu été construit socialement. Je crois qu'il faut surtout ne pas avoir peur. Il faut que les hommes arrêtent d'avoir peur. Arrêtent d'avoir peur des femmes, par exemple, même au travail. Moi, je suis prof d'université, professeur des universités. Et effectivement, on remarque qu'il y a quand même quelque part une peur des femmes, puisque quand on regarde mais c'est valable pour la plupart des milieux, c'est-à-dire, vous regardez les doctorants, aujourd'hui, sont les femmes qui réussissent le mieux, les filles qui réussissent le mieux partout, à Sciences Po, à l'ENA, même à Normal Sup, maintenant même à Polytechnique, même si c'est militaire, progressivement un peu partout, le bac, partout. Ça ne veut pas dire que attention, ça ne veut pas dire que les femmes sont meilleures. Moi, il ne faut pas rentrer dans le truc. Ça veut juste dire qu'elles ont tout le temps eu à se battre plus que les hommes, forcément, dans le système.
Et donc, elles sont habituées à se battre plus, et donc les hommes sont plus habitués à dormir sur leur laurier, mais je ne désespère pas que dans quelques années, ça se rééquilibre pour cette raison-là. C'est comme le rapport à la cigarette, avec les femmes qui fument de plus en plus, etc. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une angoisse des hommes qui sont au sommet de la pyramide. À l'université, ça serait professeur des universités. En dessous, vous avez maître de conférence. En dessous, vous avez allocataire, enfin ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Puis ensuite, vous avez allocataire, vous avez chargé de cours. Puis vous avez simple doctorant. Et puis, plus vous montez, et plus vous avez une proportion faible de femmes. Et à la fin, vous avez encore une majorité d'hommes. Mais on voit bien que c'est le dernier moment, parce que les étages ont été montés petit à petit. Vous voyez? Et donc, on sent que les hommes qui sont au sommet, malgré ce qu'ils disent, ils ont tendance à vouloir verrouiller en se disant ça ne va plus être possible, c'est-à-dire il y a de plus en plus de chômage, il y a de moins en moins d'emplois, donc forcément, de dire que les femmes maintenant sont à égalité, nous, ça nous fait quand même moins de place. Et je pense qu'il faut enlever cette angoisse-là aussi. Vous avez parlé de la réussite scolaire et du fait que les femmes performent beaucoup plus. Et je voulais ajouter une précision là-dessus. C'est aussi du fait que le système scolaire met en avant des traits de caractère qui ont été un peu imposés aux femmes, qui sont d'être silencieuses, assidues, alors que dans le monde de l'entreprise, c'est tout l'inverse. On attend d'un employé modèle ou d'un leader qui soit en tout cas très expressif, qui n'ait pas peur d'exprimer ses opinions finalement. Tout le contraire de ce qu'on apprend aux femmes. Et donc, ça nous pose des problèmes quand on arrive dans le milieu professionnel finalement. Oui, parce que vous voulez dire, on a été tellement scolaire, au sens scolaire du terme, justement, qu'après, lorsqu'on vous demande d'être dans l'entreprise, on vous demande d'être moins scolaire si vous êtes supposé être un leader. Et donc, ça vous bloque un petit peu. Oui, c'est peut-être vrai. Ça, je n'ai pas fait d'études sur le détail, mais ça semble convaincant quand vous dites comme ça. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur, en tout cas, des femmes qui montent et de ce qui se passe, puisque ça ne peut qu'être avantageux pour l'humanité dans son ensemble et donc pour nous aussi. Pour tout le monde, en réalité. Je ne veux pas développer, mais donc je dirais, la première chose, c'est de ne pas avoir peur dans le milieu professionnel, dans les milieux politiques, dans les milieux artistiques, dans sa vie intime. Parce qu'il y a des hommes maintenant qui ont peur aussi des femmes dans leur vie intime. Puis certains qui ont réellement peur, maintenant même dans le flirt. Je veux dire, sincèrement, ça devient un peu, ça relève de la psychose à un certain niveau. Alors que, réellement, moi, j'aime bien flirter. C'est-à-dire, j'aime bien le rapport de séduction, je suis toujours dans le rapport de séduction, mais d'ailleurs, même aussi avec les hommes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va même avec le métier, j'allais dire, le métier d'universitaire, on aime expliquer, on aime séduire, on aime, etc. Et donc, forcément, ça joue dans sa sexualité, dans le rapport aux femmes, etc. Moi, sur ce plan-là, non seulement ça ne m'a pas bridé, mais ça m'a au contraire ouvert des horizons. C'est-à-dire que on n'a pas à avoir peur. Le système qui, aux États-Unis, a exagéré dans le fait que si on ne laisse pas la porte ouverte quand on est prof d'université, avec une jeune fille, quand elle rentre dans votre bureau, ce n'est pas du tout ce que demande MeToo. Ce que demande MeToo, c'est qu'on puisse fermer la porte, mais qu'il n'y ait plus de problème, qu'on ferme la porte ou qu'on l'ouvre. Vous voyez ? Le fait de laisser la porte ouverte, ça suppose préalablement cette fragilité, parce que c'est une fille, et puis ça ouvre la porte, effectivement, à des formes de négociation qui peuvent devenir perverses et qui ralentissent le féminisme, parce que ça donne une mauvaise image de femmes et de filles qui, naturellement, veulent faire usage de cette possibilité en piégeant un homme qui se trouve dans cette situation, etc. Tout ça est mauvais, tout ça est pervers, mais on ne doit pas avoir peur. Même si c'est minoritaire, rappelons-le. Même si c'est très minoritaire, ce genre de situation. C'est plus qu'archi-minoritaire, mais le fait que ce soit entré psychologiquement, non, ce qui n'est pas minoritaire, aux États-Unis en tout cas, ce n'est pas le fait que ça ait lieu que la fille se plaigne, c'est le fait que l'administration anticipe sur le moindre truc, la moindre possibilité, en allant casser des universitaires, par exemple, aux États-Unis. Mais pas, même s'il n'y a pas de fait, une sorte d'hygiène préalable. Ça, pour moi, c'est un système très mauvais et ce n'est pas du tout ce que demande MeToo. Je n'ai pas eu de revendication dans MeToo de femmes demandant ce genre de trucs, l'exclusion, ça n'existe pas, justement, ce qui vous donne raison. C'est vraiment archi-minoritaire. Ça, c'est le système, la judiciarisation à l'américaine, etc. Fort heureusement, en France, on a énormément de défauts, mais ça y est pas, ça, ce défaut. Donc, ne pas avoir peur des femmes, même, par exemple, l'idée, ça y est, dans le métro, maintenant, on ne peut plus rien faire, etc. Mais ce n'est pas vrai du tout. Moi, je flirte dans le métro, je suis désolé. Je veux dire, vraiment. Enfin, je ne le fais plus parce que je suis fatigué maintenant. Mais bon, si je vais le dire, c'est que je flirterais dans le métro aujourd'hui. Si j'étais jeune, si j'avais 20 quelques années, ça ne me poserait aucun problème. Mais entre s'imposer à une fille
imposer même son regard, on le sait bien, ça c'est quand même des choses, imposer alors son contact, imposer encore plus en allant mettre la main aux fesses ou je ne sais quoi, et être dans une logique de capter juste le regard avec ce truc qui fait un petit passement au cœur et le regard qui est capté et recapté, etc. Il faut pas prendre les gens pour des idiots. Est-ce que c'est supposé du harcèlement? Personne n'a jamais dit, j'ai vu aucune fille se plaindre parce que dans le métro, on l'avait regardé, il y a le regard qui regardait, etc. Mais vraiment, donc c'est pas du tout. Moi, je suis pas hyper d'accord là-dessus parce que vraiment la perception du regard, encore une fois, quand on est une femme, j'en discutais avec un de mes amis, je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, quand je marche dans la rue et que je vois des hommes qui me regardent, bah, parfois, moi, ça me met très mal parce qu'on a forcément l'appréhension que après ce regard, il y ait plus, il y a une tentative de contact, une tentative de m'aborder que je ne souhaite pas. Donc, Bien sûr. parfois, on a ce réflexe quand on est une femme de baisser la tête et de baisser le regard pour éviter toute tentative. Donc, ça peut être... C'est évident. Non, non, mais attendez, moi, c'est pas du tout incompatible avec ce que je viens de dire. C'est que, il est normal que dans la société dans laquelle on est, vous anticipiez sur quelque chose qui est un process normal, qui est un process statistique de base. Donc, votre cerveau, il fonctionne par rapport aux statistiques. Naturellement, il sait que normalement, si il y a le regard qui passe et un certain type de sourire, et que votre regard passe, vous savez qu'il va y avoir statistiquement une tentative d'aller plus loin et vous ne voulez pas, donc vous allez vouloir l'éviter, etc., parce que vous vous sentez d'emblée mal, etc., bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une société où on aurait surmonté ça, c'est une société où vous n'auriez plus besoin de faire semblant, de baisser les yeux, etc. Parce que finalement, le croisement de vos regards qui se rencontreraient, eh bien, il se rapprocherait petit à petit en fonction de la mutualisation de votre désir. Et si à un moment donné, ça ne marche pas, à quelque niveau que ce soit, il n'y aura pas l'imposition d'un des regards, le regard masculin, pour pouvoir s'approcher, pour aller jusqu'au bout, pour continuer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en réalité, il y a déjà certains hommes, pour répondre à la question que vous posiez aussi, mademoiselle, tout à l'heure, en fait, il y a déjà certains hommes. Non, non, je disais. Madame. Comment? Madame, il faut dire madame. plus, mademoiselle. Enfin, on peut discuter ça aussi, hein, sincèrement, parce que moi, je suis pour la radicalité, pas pour l'extrême. Mais justement. Non, je crois pas que ce soit quelque chose qui se discute maintenant. C'est illégal. C'est illégal. Ah non, non, c'est pas. Non, non, de le dire, c'est pas illégal. C'est de l'écrire qui est illégal moi, j'aime bien être strictement sur la loi. Je crois que de le dire, ce n'est absolument pas illégal. Ce qui est illégal, c'est l'appellation sur les documents administratifs qui semble être discriminatoire. En revanche, s'il y avait une emprise sur la langue elle-même, sur le fait que la langue qui suppose de dire, tiens, une mademoiselle, c'est quelqu'un qui est supposé a priori ne pas être marié, ou madame, c'est quelqu'un qui est supposé être marié et qu'on a envie tout le temps d'exprimer cette signification, pour moi, ça ne pose pas problème et je ne pense pas que ce soit illégal. Mais à vérifier. Peut-être qu'il y a eu entre-temps des changements sur le sujet. Alors, néanmoins, qu'est-ce que je voulais répondre? Oui, la question du regard que vous évoquez, elle est vachement importante. Elle est très importante parce que, en fait, tout est dans la nature du regard. Vous avez anticipé ce qui est normal sur le type de regard, puisque c'est même ça le cœur de mon livre. C'est le regard des hommes sur le corps des femmes. Et que ce regard, c'est un regard prédateur, etc. Eh bien, changer de regard, ça ne veut pas dire ne plus regarder. Ça veut dire peut-être que de plus en plus d'hommes habituent les femmes à les regarder autrement, mais pas à ne pas les regarder. Vous voyez? Mais aller regarder autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelque chose qui ne peut pas, qui peut pas s'expliquer formellement comme dans ce qu'on appelle la démarche qualité avec des petites croix. Ça va, j'ai regardé comme ça, après j'ai non, c'est pas ça. C'est directement quelque chose qui se sent. C'est-à-dire que si vous regardez quelqu'un, vous passez devant son regard et que vous voyez que ce regard essaye de vous éviter, vous ne recommencez pas à revenir 10 fois sur le même regard comme si vous faisiez, comme pour parler comme Nietzsche, du regard à coup de marteau. Vous voyez? Alors que si vous avez votre regard qui passe, mais qui passe de façon très subreptice et qui se traduit en face par un regard qui vous a comme capté et qui vous sourit, et que vous revenez et qui vous sourit encore plus, à ce moment-là, ça veut dire que ce regard, c'est une conversation qui est en train d'avoir lieu entre vous. Et tant qu'il y a conversation, personne n'impose son discours à l'autre, il y a juste conversation. Mais ça, on le sait. C'est seulement quand on a de la mauvaise foi et qu'on est pris par son désir et par sa volonté prédatrice qu'on n'accepte pas et qu'on le surmonte, et que si celle qui est en face se refuse à vous, refuse votre regard, vous finissez par penser, voire par dire « salope ». Ça, c'est le problème. Non, non, mais je fais exprès pour enlever toute pudeur dans mon langage, pour dire que le problème, il est juste là. Enfin, non, on est au cœur du truc. On est au cœur
de cette distinction, de ce truc qu'on appelle la zone grise. Je veux dire, c'est pas du tout, en fait, ça ne limite pas notre liberté. C'est juste l'extension mutuelle de la liberté. Mais c'est ça que supportent pas les hommes, cette extension mutuelle. Tant qu'on n'entre pas dans une logique où acceptation d'une étape, finalement un pinpoint, veut dire que c'est OK d'aller plus loin. Magnifique. Ça va, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont justifié des gestes déplacés par le fait qu'une femme avait souri, sachant que c'est quelque chose qui est presque attendu de nous dans la société, qu'on sourit. Ouais, mais bien sûr. Et c'est extraordinaire ce que vous dites, je vais vous dire, parce que j'ai tout un passage dans mon livre où je dis exactement ça. Je dis, il y a autre chose dans le consentement, c'est que le consentement n'est pas la volonté, exactement. C'est-à-dire que elle vous regarde, ça ne veut pas dire qu'elle veut vous sourire. Elle vous sourit, ça ne veut pas dire qu'elle veut vous serrer la main. Elle vous serre la main, ça ne veut pas dire qu'elle veut vous prendre dans ses bras. Elle vous prend dans ses bras, ça ne veut pas dire qu'elle veut vous embrasser. Elle vous embrasse, ça ne veut pas dire qu'elle veut coucher avec vous. Elle couche avec vous, ça ne veut pas dire même qu'elle veut le refaire. Qu'elle veut le refaire, et ça ne veut peut-être même pas dire qu'elle veut continuer à coucher avec vous au moment où elle est en train de le faire. Parce qu'au moment où elle est en train de le faire, elle peut trouver ça nul, elle peut avoir envie d'arrêter, et déjà, si même au milieu de la relation sexuelle, moi je vais jusque-là, elle refuse, et que l'homme qui est dans continue, eh bien c'est un viol dans la deuxième partie. Ouais, le consentement, ce n'est pas quelque chose qui se donne et qu'on ne peut pas reprendre. Jamais acquis. Reprendre au moment où on veut, on est libre de ça. Et en tant que femme, on n'a pas des problèmes au niveau de l'attention, c'est pas on change d'avis. Exactement. Si à un moment on exprime qu'on n'a plus envie, c'est comme ça, c'est pas autrement. Exactement. C'est le truc le plus fondamental pour moi. Peut-être que c'est le plus fondamental, c'est que le consentement, c'est ça l'idée de la subjectivité transcendantale, c'est qu'elle ne peut jamais être mise en cause à quelque moment que ce soit. Pour moi, c'est fondamental et c'est ça qu'on ne reconnaît pas aux femmes. On dit, c'est toujours à leur détriment. Pardon, vous venez de mentionner votre livre et on en avait discuté au début du webinaire. On arrive à la dernière question de ce soir qui porte donc sur des recommandations que vous pourriez faire au public, que ce soit livre, podcast, film ou autre. Et après, on clôturera le webinaire. Eh bien, justement, on peut. Moi, j'imaginerais ce livre. Évidemment, mon livre, Descente au cœur du mal, si c'est possible, si ça intéresse, puisque tout le truc tout était fondé là-dessus, tout ce que j'ai dit. Voilà. Mais je conseillerais de lire ce livre de Christine Delphi qui s'appelle L'ennemi principal, économie politique du patriarcat, qui est un livre extraordinaire et qui montre comment la répartition, ne serait-ce que dans l'intimité, des tâches domestiques a une importance cruciale dans l'ensemble de l'économie et comment est-ce que ça participe au système, de domination. Je conseillerais aussi d'aller voir du côté du podcast Les couilles sur la table, qui est un podcast magnifique, où mais qui est d'ailleurs devenu un livre, Les couilles sur la table, donc je vous conseille vivement. Je vous conseillerais aussi vivement, bien sûr, le classique Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir en 2 tomes, il n'y a rien à enlever, c'est magnifique et c'est éclairant pour les hommes comme pour les femmes, enfin pour tout le monde, pour les grands, les petits, à mettre dans toutes les mains, comme on dit et devant tous les yeux. Quoi d'autre d'autres choses. J'avais pensé à d'autres choses, puis j'arrive plus à les retrouver. Je crois que j'ai tout mélangé. Deuxième sexe, un coup sur la table. Ah oui, Virginie Despentes. Mais bon, je pense que tout le monde. Si ceux qui n'ont pas lu King Kong Theory n'ont rien lu, j'allais dire quasiment. Ne lisez pas mon livre, lisez King Kong Theory. Je trouve que c'est fantastique. C'est ça. Et d'ailleurs, tout le monde dit ouais, mais c'est vulgaire sa manière d'écrire, etc. Je trouve que c'est bien de briser la pseudo-pudeur, cette espèce d'hypocrite pudibonde. Moi, j'essaye de le faire, mais tellement moins bien qu'elle. Mais je trouve que c'est fantastique. On aurait pu parler, ne serait-ce qu'on aurait pu faire un commentaire de son. Je pense que le féminisme aujourd'hui, c'est un peu comme ce que disent certains de la philosophie, qui est un comment dire, ce sont des notes en bas de page de Platon. Ben là, c'est un peu des notes en bas de page de Virginie Despentes, moi, je trouve, à un certain niveau. Vraiment, Merci. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces recommandations et pour ce webinaire. Ça marque la fin de cet épisode. Et puis, on donne rendez-vous très rapidement à nos participants pour un 3e, 4e même épisode. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Imaginé.